Salut les aventurières, je suis Laure, la fondatrice de cette entreprise magnifique qui s'appelle Les Aventurières, dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs à vivre le plan A de leur vie et de leur business. Je fais cette vidéo parce que je reviens de 3 jours de stage où j'ai bossé, donc du coup c'était un stage de groupe qui s'appelle Feu Sacré, animé par mon coach et un de mes collègues, parce qu'on travaille ensemble en équipe, sur le thème du feu sacré, de l'animalité, de rebrancher l'affirmation de soi. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment révélé pour moi et que j'avais très à cœur de partager, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, un cycle autour du cycle urgence, épuisement, faux enthousiasme pour un nouveau sujet, urgence à nouveau, épuisement, etc. Le contexte dans lequel ça s'est passé, donc il y avait un exercice, c'était déjà un moment, on avait déjà bossé pas mal sur notre énergie, sur les choses qu'on pouvait faire bouger. Et puis arrive ce moment, on fait un exercice sur les 3 meilleures décisions de ta vie, les 3 pires décisions de ta vie. Tu fais une liste de plus que 3 si tu as envie, et puis après tu choisis le best et le worst, donc les pires et les meilleurs. Et puis derrière, tu t'interroges sur le contexte de ces prises de décision, et puis sur éventuellement des points communs, des étapes qui ont amené ces décisions. Qu'est-ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça m'a permis de voir, et puis dans la discussion, coucou Doris, salut Edith, ça m'a permis de voir aussi dans la discussion que, en fait, souvent, salut Géraldine, on se met dans une situation où on ne pose pas un vrai choix. Je m'explique, on attend une situation d'urgence où on se donne l'illusion d'une situation de la dernière chance, et du coup, on est en réaction par rapport à cet événement, on se dit, je n'ai plus le choix. C'est un moment où j'ai plus le choix, donc du coup, je suis forcément obligée de poser des actions. Et donc, c'est un mécanisme que on peut observer à différents endroits. Typiquement dans l'argent, j'attends de trouver le moment où je suis tout le temps à découvert tous les mois, et puis l'angoisse, le stress devient tellement énorme, urgence, je me dis, stop, ça suffit, j'arrête de fonctionner comme ça. Il faut que je change de système, je n'ai plus le choix. Deuxième cas de figure, à chaque fois qu'une opportunité, que quelque chose vient à moi, je le vis comme ma dernière chance. Ce matin, j'ai écouté une interview de la designer qui s'appelle Debbie Millman, qui est plus connue aux États-Unis qu'ici, et puis qui a un podcast qui s'appelle Design Matters. Et en fait, elle expliquait que pendant très longtemps dans sa vie, ce qui a fait un gros shift dans sa carrière, c'est le moment où elle a arrêté de se dire que tout ce qu'on lui proposait, c'était sa dernière chance. Et elle disait, voilà, dans les relations amoureuses, par exemple, chaque mec qui se présentait, qui voulait sortir avec elle, elle se disait, putain, c'est ma dernière chance d'avoir une relation épanouie. C'était pas un truc conscient. Elle se disait pas, c'est littéralement ma dernière chance. Elle a des yeux, elle voit qu'il y a d'autres êtres humains et qu'il va y avoir statistiquement d'autres mecs disponibles. Et statistiquement, parmi eux, il y en aura certains qui ont envie de sortir avec elle. Mais il y avait cette espèce de sentiment d'urgence de c'est ma dernière chance. Où un client se présente, on est dans une situation un peu de stress par rapport à sa valeur, on n'a pas de clarté, on bosse pas sur son énergie, donc du coup on n'a pas de capacité à décider, et on se dit waouh, ce client il est trop bien, c'est ma dernière chance, il faut absolument que je travaille avec. Et du coup on se retrouve à travailler avec tous les clients du monde, y compris ceux qui vont ni nous faire avancer sur notre valeur, ni qu'on va vraiment être à même d'aider le mieux. Donc on a un manque de clarté là-dessus, et on le fait pas par stratégie en se disant je sais que je veux développer mes talents, donc là, pendant un temps donné, je prends beaucoup de clients parce que je fais beaucoup de prises de recul et ça va me permettre d'avoir de la clarté sur mes talents. Non, on le fait parce que, mon Dieu, un client veut travailler avec moi, c'est déjà tellement miraculeux, je dis oui. Une offre d'emploi arrive à moi pour ceux qui écoutent et qui sont pas entrepreneurs, et je me dis oh mon Dieu, je peux pas refuser cette offre, c'est ma dernière chance. Donc il y a ce truc insidieux. J'ai fait un post-it magnifique. Choix versus dernière chance, où en fait je me mets en situation de ne pas choisir. Je suis tout le temps dans un système où ah ben non mais je déteste tellement mon mec que il faut que je le quitte parce que j'ai plus le choix. Donc je m'offre pas cet espace de choix, je m'offre pas cet espace d'affirmation. Je ne fais que créer des situations où c'est l'urgence qui va diriger mes décisions. Autre exemple, je travaille avec une cliente sur la relation avec son corps. Et tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'on discute ensemble et elle me dit bah oui, je voudrais que mon corps arrête de me faire souffrir. En fait, je vais écouter mon corps parce que je veux qu'il arrête de me faire souffrir.
Donc du coup, on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire je n'écoute mon corps que quand il est en train de me faire souffrir et quand il me dit oh, arrête de faire n'importe quoi, ou sinon moi je fonctionne plus, je peux plus suivre ton rythme. Et du coup, je n'écoute mon corps que dans des situations d'urgence et je me dis bah, je vais écouter mon corps parce que mon corps me fait chier. Mais le serpent se mord la queue en fait. Je veux écouter mon corps pour qu'il arrête de me faire chier, sauf que les seuls moments où j'accepte de l'écouter, c'est quand il me fait chier. Donc on est dans le même cycle, urgence, épuisement, faux enthousiasme, urgence, épuisement, faux enthousiasme. Là-dedans, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de choix, et encore moins derrière de stratégie. Donc ce qu'il y a à voir là-dedans et ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand on est inconsciemment tout le temps en train de considérer que chaque événement, c'est notre dernière chance, ou qu'on crée fictivement de l'urgence et du coup ce système-là, bah, on a l'impression de poser des choix à un moment pour sortir de l'urgence, mais ça va tout le temps se répéter parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas d'affirmation de ce que je veux. Je suis juste en train d'essayer de sortir de ce truc-là ou de saisir une opportunité qu'on me présente. Donc moi, par exemple, dans mes pires choix de ma vie, il y avait 2 décisions professionnelles, 2 boss avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est vraiment très mal passé pour moi humainement. Les 2 fois, c'était, je me souviens très exactement du contexte, on m'offre un emploi et je me dis waouh, c'est tellement incroyable qu'on veuille travailler avec moi, c'est tellement incroyable qu'on me propose ce salaire, cette progression professionnelle, cette promotion, etc., que du coup, ben j'accepte parce que c'est trop fou pour moi. En fait, on me propose quelque chose que j'ai même pas demandé. Les 2 fois, c'était quelque chose que j'ai même pas demandé. On me propose quelque chose, je suis entre guillemets obligée de dire oui. C'est une trop belle opportunité pour passer. Vous voyez, ça peut se déguiser de plein de façons différentes. Hein. Ça fait partie quand même sur 3 de 2 du top 3 des pires décisions de ma vie. On vient me chercher, on me propose quelque chose que je peux pas refuser, et je me retrouve dans une situation où, comme il n'y a pas eu de choix qui a été posé, c'est uniquement parce que je peux pas refuser, c'est trop beau, c'est trop la dernière fois qu'on va me proposer un truc aussi fou. Bah, du coup, forcément, je me retrouve dans une situation que j'ai pas choisie, et donc il y a un cycle urgence, épuisement. Et dans les 2 cas, ça s'est pas mal terminé au sens où voilà, je suis partie sans litige, sans choses comme ça, mais c'était vraiment des expériences hyper douloureuses et hyper fatigantes et épuisantes pour moi. À l'inverse, salut Michel, salut Laetitia, salut Agnès. À l'inverse, un choix qu'on fait, ce qui est important à comprendre, ça se fait pour rien. Un choix, ça se fait pour rien. La jouissance, c'est pour rien. Je choisis de venir vivre à Nantes après avoir vu la gare de Nantes, grosso modo. C'est pour rien. Il n'y a pas de justification. J'ai beau après décortiquer, essayer de remettre les choses dans l'ordre, me dire non mais si, parce qu'en fait je vais être plus proche de mon équipe, ah mais si, parce qu'en fait j'aime bien la proximité avec la mer, je sais pas quelle connerie, j'en ai rien à foutre de la mer sur le principe. Moi je trouve que maintenant je trouve ça génial, mais au moment où j'ai déménagé, c'était pas du tout pour ça, c'était pour rien. Je suis arrivée, je me suis sentie bien, j'ai eu envie d'être là, et j'ai décidé de venir pour rien. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y avait absolument rien qui me demandait de déménager. C'était pour rien. Pareil, là, en ce moment, je découvre la version artistique une partie artistique de moi, une partie qui adore être sur scène. J'ai envie de développer ça. Est-ce que j'ai besoin de développer ça? Non. Est-ce que c'est hyper rationnel, raccord avec ce que je fais dans le coaching? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Non. Juste, j'ai envie, je sens que ça allume un truc, que c'est hyper joyeux pour moi, et du coup, j'ai envie d'y aller, et du coup, j'y vais. Mais c'est un choix qui s'est fait pour rien. Et j'insiste là-dessus parce que ce cycle d'urgence, d'épuisement, de faux enthousiasme, etc., il se nourrit de cette envie de toujours justifier, mentaliser, remettre dans des cases les choix et les désirs. Mais un désir, c'est pour rien. Donc après, si tu as envie de recréer de l'urgence et des raisons d'agir, bah, tu vas tout le temps chercher un truc qui va te pousser à agir. Ça va pas forcément être de l'agréable. Il y avait une personne qui était avec moi au stage qui partageait ce truc absolument, je trouve, hyper touchant et hyper honnête. Elle disait, bah, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai pris mes décisions toujours parce que j'avais plus le choix. On y revient. Et en fait, maintenant, ça va. Je suis bien, financièrement, je suis autonome, j'habite là où ça me plaît, j'ai un mec qui me plaît, etc. Ben, c'est quoi maintenant, je vais faire quoi en fait? Comment je pose mes décisions maintenant? Bah, c'est ça fait vraiment cette sensation pour rien. Et
le reste de l'humanité fonctionne de toute façon tellement en mode pilote automatique. Donc, soit c'est des choix qu'en fait je reproduis inconsciemment sans jamais dénouer le mécanisme, soit je me recrée constamment de l'urgence pour être obligée de poser des choix. Et du coup, on reste complètement dans son inconscient familial, collectif. On reste dans nos mécanismes de survie et d'ego. Et on ne pose pas de choix pour rien. Un choix pour rien, ça a un goût vraiment spécial. C'est quelque chose de différent et c'est perturbant même au début parce que tellement on n'a pas l'habitude de poser des choix pour rien. Donc, dans votre entreprise, à quoi ça ressemble ? Il y a une différence entre... J'ai une copine qui m'a envoyé un SMS ce matin. Je ne sais pas si elle regarde et si elle va me détester après ça, mais pardonne-moi. Je trouve que cet exemple est trop beau. Je lui demande des nouvelles et elle me dit, je suis débordée de travail, mais ça va, c'est cool. Je vois le bout du tunnel dans un mois, ou non, je ne sais plus combien de temps elle me dit. Je vois le bout du tunnel fin juin, je crois. Depuis que je la connais, je ne sais pas, ça va faire plusieurs années, c'est tout le temps la même réponse à cette question. En fait, elle est tout le temps dans un tunnel dont elle voit le bout. Mais moi, personnellement, depuis que je la connais, je ne l'ai jamais connue au bout du tunnel. Elle est tout le temps dans ce tunnel qui a un bout et qu'on voit et qu'un jour, on va y arriver. Donc, il y a cette espèce de course qui est enclenchée et qui est tout le temps dans la course. Mais on est tout le temps dans le tunnel et on voit tout le temps. Ça, typiquement, c'est de la survie. C'est-à-dire que dans ma boîte, je peux très bien me créer de l'urgence en permanence, ne pas prendre soin de mon énergie, donc ne pas avoir de système de croissance qui me permet d'être et dans l'action et dans la prise de recul, de vérifier, de réadapter mes stratégies en permanence pour que ce que je fais soit vraiment comme j'ai envie de le faire, que je me développe dans de la jouissance et qu'en même temps j'ai ce côté performance, exigence avec moi-même. Une solution pour éviter de se poser ces questions-là, pour éviter de poser des choix pour rien, c'est d'être tout le temps dans la course, dans le tunnel, dont on voit le bout qu'on n'atteindra jamais. Il n'y a pas de bout à ce tunnel. Si vous êtes dans le tunnel et que vous allez en voir le bout, il n'y a pas de bout à ce tunnel, en fait. Il y a des choix à poser et c'est aussi simple que ça. Pour sortir du tunnel, il faut décider de sortir du tunnel. Décider d'arrêter de vivre des choix uniquement par défaut ou par urgence et accepter que la jouissance de sa vie, c'est pour rien, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et un choix basé sur un désir, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de tableau et il n'y a pas de justification à lui trouver. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des interrogations sur tout ça ? Je vais profiter du lag qu'on a entre vous qui m'entendez et moi qui vous demande si vous avez des questions pour vous parler d'un programme que je lance cette semaine. Et si vous vous inscrivez ou si vous posez votre candidature, pour être plus précise, avant vendredi, il y a une séance photo en individuel qui est offerte avec une photographe géniale qui s'appelle Cécile Sellerier. Le programme, c'est un mastermind pour 6 personnes qui s'appelle Jane Austen et qui va commencer le 18 juin jusqu'au 18 décembre. Et l'objectif de rejoindre ce programme, c'est si vous êtes dans les premières années de l'entrepreneuriat, que vous avez envie, coucou Elina, et que vous avez envie en fait de poser justement une mécanique de succès, un système pour créer un succès qui vous ressemble et vivre le plan A de votre business. Et pas un plan B dont on se convainc tous les jours que en fait, si, c'est vraiment mon plan A, et pas un plan qui vivote et qui nous maintient tout le temps dans un tunnel, mais vraiment avoir le but du mastermind, cet espace à la fois d'action et de prise de recul. Donc, c'est un endroit où je vais vous partager vraiment des clés et on ne peut pas attendre dans les premières années d'entrepreneuriat, mais d'avoir des fois le recul ou juste les connaissances suffisantes. Il y a des choses que techniquement on ne sait pas faire et que du coup qui nous empêchent d'avancer. Donc il y aura à la fois ça qui vous permet de grandir, d'augmenter votre culture d'entrepreneuriat et du coup d'avancer comme vous avez envie d'avancer. Et aussi des espaces de coaching en groupe et en individuel. Donc avec ça, c'est vraiment moi clairement dans ce qui a... Je peux même pas dire accélérer mon succès parce que franchement, j'ai l'impression qu'avant, je bricolais et qu'après, je bricolais plus. Ce qui a vraiment fait un énorme changement dans ma relation avec mon entreprise, avec moi en tant qu'entrepreneur et avec mon niveau de kiff et de jouissance dans ma vie, ça a été de me faire coacher et en plus de me faire superviser. Mais c'est parce que spécifiquement, moi, je suis coach, donc du coup, c'est dans ma mécanique, pour le coup, d'amélioration de mon cœur de métier d'être supervisée. Et donc, vraiment, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et
c'était un accompagnement qui faisait ça, en fait, qui mélangeait un peu de j'amène de la connaissance sur des choses que tu peux juste pas deviner, qui vient me confronter dans mes angles morts. Donc, typiquement, tiens, tu es en train de construire tout ton business pour pas avoir le temps de réfléchir. Bah, très concrètement, là, en fait, les offres que tu crées, elles te permettent d'avoir la vie que tu veux ou pas? Ok, tu veux des offres haut de gamme, est-ce que tu as des clients qui sont prêts à les acheter? Non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes clients soient prêts à les acheter? On est vraiment sur des choses concrètes et on est vraiment sur des choses qui vont être confrontantes. C'est pour ça que je veux un petit groupe, je veux que vous soyez en confiance. On va passer 6 mois ensemble, on va se voir 2 fois pendant une journée en personne et on va se voir tous les 15 jours et un peu plus en ligne. C'est un petit groupe où vous devez vous sentir bien. Ce sera des coups de cœur pour moi, les gens qui vont pouvoir rejoindre ce mastermind. Coup de cœur de vous pour moi en tant que coach, pour vous accompagner, parce que c'est important qu'on ait une relation de confiance. Et coup de cœur de moi pour vous, pour que juste ça soit un énorme kiff et une montée en compétences mutuelles, sachant qu'à la fin de l'année, je serai vraiment meilleure que maintenant, parce que mon but c'est de m'améliorer tous les jours. Donc en plus, on va tous profiter de la montée en compétences de chacun. Donc je suis très excitée par ce programme. Jane Austen, ça coûte 4 000 €. Et pour le rejoindre, il suffit de m'envoyer un mail en fait ou un message privé. Agnès, tu dis avec le pour rien, je frôle le à quoi bon. Solution pour sortir de ce mécanisme néfaste. Alors, ça c'est intéressant ta question. C'est un choix d'une façon de voir le pour rien. C'est-à-dire que j'entends bien le pour rien. Ouais, j'ai envie de t'amener ce truc-là. En fait, le fait de vivre ta vie, c'est déjà un truc acquis. C'est-à-dire que si tu restes juste un être humain en vie, tu fais rien, mais même tu restes un être humain en vie avec une perf dans le bras pour te nourrir et des séries en continu sur Netflix, tu auras vécu ta vie. À la fin, on peut dire, bah ouais, tu auras vécu ta vie. Alors, par contre, niveau éclat, je pense qu'on va devoir repasser, quoi. Voilà. Si on veut même en rajouter, si tu es sur ton canapé avec une perf pour te nourrir, donc pas de plaisir gustatif, tu es nourri par une perf, et tu regardes en boucle des replays du Big Deal, tu auras quand même vécu ta vie. Par contre, c'est waouh, ouh, c'est chiant. À l'inverse, si tu fais des choix qui peuvent être difficiles, qui peuvent être demander de l'énergie, d'aller créer la vie que tu veux, de te poser ces questions, de passer à l'action, de prendre du recul, de juste découvrir qu'est-ce que c'est de jouir d'être Agnès, d'utiliser les trucs extrêmement spécifiques et uniques et trop beaux qu'il y a chez toi. Et je sais parce que je te connais, donc je sais très bien qu'il y a des trucs extrêmement beaux et uniques et incroyables chez toi. Ça va pas être tout le temps facile. Il y a quelque part une forme de facilité à se nourrir avec une perf et à regarder le Big Deal. Par contre, le niveau de jouissance que tu vas en retirer derrière, le niveau de kiff que ça va être, bah là, ça n'a rien à voir non plus, quoi. Michel, le mastermind que tu proposes match avec ceux qui sont encore dans le blocage de notre cible. Je suis pas sûre de comprendre, Michel, mais de ce que je sais de où t'en es, tu lances ton business, c'est entre 0 et 3 ans de business. Donc pour moi, oui, c'est carrément pertinent. Et de toute façon, entre 0 et 500 000, voire 1 million d'euros, tu es toujours en questionnement et en réactualisation de ta cible. Bonjour, 4 000 €, point d'interrogation. Oui, 4 000 €, point d'exclamation. C'est pas cher pour donner un ordre d'idée de... Je veux faire cet article depuis longtemps, je ne l'ai pas encore fait. Je voulais faire un article qui s'appelait Combien ça coûte de devenir Georges Houtour. J'adore ce titre. L'année dernière, j'avais calculé, j'ai oublié mon calcul, mais rien qu'en coaching, je crois que j'étais à 17 000 € d'investissement pour moi. Cette année, en formation plus coaching, je suis déjà à 15 000 maintenant là. Ça va carrément être beaucoup plus à la fin de l'année. Donc, pour moi, c'est un vrai cadeau. Au point où j'en suis dans mon coaching et dans ce que j'ai envie de développer, j'ai très envie de ce petit groupe et j'ai très envie de cet endroit. Mais clairement, c'est un prix... c'est un prix extrêmement... pour moi, c'est un très bel investissement à se faire quand on se lance et qu'on a envie de progresser. Sachant que sur les 6 mois aussi, vous allez générer du chiffre d'affaires et
et que ça permet aussi de mesurer votre succès. À l'inverse, se forcer à rejoindre un truc en mode ah, je sais pas du tout comment je vais faire pour me payer ça, je vais emprunter de l'argent partout, je vais me mettre en situation d'urgence pour rejoindre le mastermind. Non, ça marche pas du tout. On est à nouveau dans ce truc urgence, épuisement, faux enthousiasme qui retombe. Donc voilà. 4 000 €, qu'est-ce qui justifie ce prix? En fait, c'est pareil, j'ai pas à justifier mon prix Chash. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière ta question, mais qu'est-ce qui justifie ce prix? Je sais pas. Qu'est-ce qui pour toi, si c'est pas du tout juste pour toi à ajuster à là où t'en es, c'est ok en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, qu'est-ce qui justifie ce prix? Ça va être l'engagement que toi tu vas y mettre derrière, les résultats que tu recherches, quel objectif tu veux atteindre. Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne solution pour toi de travailler dans un petit groupe ou est-ce que c'est mieux pour toi de travailler en individuel? Ça aussi, ça vient chercher sur c'est quoi ma mécanique du succès? Comment j'atteins mes objectifs? Comment je me challenge? Comment je crée ces espaces de recul et de montée en compétences qui vont faire que je vais pas juste installer un truc, toucher un plafond plus ou moins haut selon mon déterminisme inconscient et puis rester là et stagner et me faire chier et puis du coup recréer de l'urgence pour recréer de la motivation. Boring! Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, si tu te poses la question, c'est intéressant pour toi en termes de tes propres prix, comment tu les fixes et qu'est-ce qui vient, c'est quoi le dialogue intérieur qui vient te faire te poser ces questions quand toi tu fixes tes propres prix en fait. Tac. De très grands coachs font payer moins. Donc de la curiosité, il n'y a rien derrière. Du coup, voilà ma réponse. Je sais pas quoi te dire de plus, à part est-ce que c'est intéressant pour toi d'aller voir comment tu fixes tes prix par rapport au fait que ça t'a interpellé? Moi, je ne regarde pas du tout les prix des autres gens, par exemple, pour fixer mes prix. Je m'en fous, mais royalement. Je ne sais pas combien font payer des grands coachs, ni ce qu'ils offrent. Je m'intéresse à la transformation que j'amène à mes clients et du coup à ce que moi, je cherche aussi avec cette offre. Et donc, du coup, je fixe mes prix comme ça, en fait. Et effectivement, c'est toujours un apprentissage. Si tu te rends compte que personne ne t'achète, tu mets un truc à 10 000, personne ne t'achète, il y a quelque chose à aller regarder. Si par contre tu mets des prix où tu es débordé de demandes et c'est pas du tout jouissif pour toi, il n'y a pas de choix derrière, tu prends juste tout ce qui vient, du coup, qu'est-ce qu'il y a aussi à aller regarder? Elle est où la prise de recul pour que ça soit ajusté? Donc voilà, Mastermind, Jane Austen pour le rejoindre. Jusqu'à vendredi, en plus, vous avez la séance photo avec Cécile, ce qui est quand même extraordinairement cool. Et on commence le 18 juin. Je vous souhaite une très bonne après-midi. N'hésitez pas à continuer à commenter, à me poser des questions et tout ça. J'adore répondre. C'est mon kiff d'être en interaction avec vous. Voilà, bon après-midi et à bientôt.